Et maintenant, retrouvons l'émission Synthèse, animée par Roland Elie et Philippe Randa. Chers amis auditeurs de Radio Liberté, bonsoir. Bonsoir pour ceux qui les écoutent ce soir et bonjour pour ceux qui nous écouteront vendredi. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons donc pour la 45e édition Synthèse sur Radio Liberté, avec évidemment nos chroniques habituelles et nos passages habituels, à savoir d'abord le passage politique, puis la chronique de Philippe Randa. Il y aura aussi la chronique d'Aristide Lecate, la pertinente chronique d'Aristide Lecate, mais aujourd'hui, pour une raison technique, cette chronique vous sera lue, non pas par Aristide, et vous aurez donc la déception de ne pas entendre sa noble voix, mais elle sera lue, rassurez-vous, par Philippe Randa, donc nous ne serons pas tout à fait perdants au change. Et puis, nous avons un invité... Faut le dire vite. Hein. Et puis aujourd'hui, nous avons aussi un invité surprise, puisqu'il était de passage dans les locaux, on lui a proposé de se joindre à nous. J'ai vu de la lumière et je suis rentré. Il a vu de la lumière, il est rentré. Il n'y avait pas de bouteille de rouge à cette émission, enfin bon... il y en aura une autre émission, puisque tous les auditeurs et évidemment les téléspectateurs de TV Liberté le connaissent bien. Il s'agit de Nicolas Gauthier, sociétaire au Bistrot Liberté, qui, tous les 15 jours, contribue avec la petite équipe qui passe à la moulinette l'invité du jour. D'ailleurs, c'était bonjour Roland. Et Nicolas, donc on a pu discuter de pas mal de choses à cette occasion. Et nous aurons, bien entendu, la chronique historique de Pierre Delaubier, avec son abominable Histoire de France. Pierre Delaubier, en bon prof qu'il est, il est devant ses élèves, mais lui, on l'écoutera directement, puisqu'il nous a adressé sa chronique par les moyens modernes de communication. Et justement, puisqu'on parle d'histoire, eh bien, nous avons un invité aujourd'hui qui est avocat. Alors, vous me direz quel rapport avec l'histoire, mais qui est avocat, mais aussi qui a écrit un livre passionnant, je dois dire, un livre consacré à l'histoire de France, qui raconte aussi l'histoire de France, mais sous un angle bien particulier, puisqu'il raconte la France divisée contre elle-même, et il s'agit d'Adrien Abosi. Adrien, bonjour. Bonjour. Donc, nous allons donc parler de l'actualité de la semaine avec Philippe Randa, mais Philippe Randa est un garçon très distrait, il est jamais content quand je suis un petit peu en retard, mais là, et où est-ce qu'il est, Philippe Randa? Il n'est pas là, le voilà qui arrive, qui revient. Alors Philippe, l'actualité de la semaine, rien ne vous a échappé comme d'habitude, et vous avez certainement beaucoup d'événements qui vous ont amené à les retenir et à nous en parler aujourd'hui. Eh bien, écoutez, je vais vous faire plaisir, Roland, parce que vous êtes l'éditeur d'un livre best-seller contre les éoliennes. Oui, tout à fait. Donc un livre dont on recommandera jamais assez à nos amis auditeurs de le lire et de le diffuser. Aux éditions Synthèse d'Alban Darguin. Oui. Eh bien, figurez-vous que vous n'êtes plus seul à combattre les éoliennes. Les éoliennes ont un ennemi. Ah bon ? L'armée. L'armée est contre l'armée, figurez-vous. C'est bon, ça. Parce qu'il y a un petit village à Escourcy, département, je ne sais plus, c'était marqué justement, j'étais absent pour regarder. C'est en France. Ouais, enfin, on veut savoir le département, la préfecture et la sous-préfecture. Ah, c'est la Lande, dans les Landes. Dans les Landes. Voilà. Préfecture des Landes, Philippe. Voilà, tout à fait. Préfecture des Landes, Philippe. Préfecture des Landes, Philippe. Une préfecture très connue. Oui, vous devriez la connaître. Mont-de-Marsan. Ça, c'est Mont-de-Marsan, d'accord. Très bien. Il y a eu d'excellents festivals punk en 76. Ah voilà. Ouais, ça, tout ça nous éloigne des éoliennes. Moi, je vais vous parler des éoliennes et qui ont un gros problème parce que dans ce village, figurez-vous que le maire, très écologiste, a voulu mettre des éoliennes. Mais vu la caractéristique géographique, il fallait mettre les éoliennes très en hauteur pour avoir du vent. Et figurez-vous que les Landes, c'est très élevé. Voilà, et figurez-vous que l'armée n'est pas d'accord parce que ça gêne les manœuvres de l'armée, ça gêne les transmissions de l'armée, et l'armée s'oppose aux éoliennes dans ce village des Landes. Bon, vive l'armée. Voilà, je voulais vous dire. Et donc, le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de mettre à moins de 30 km d'un camp militaire des éoliennes. Et l'armée voudrait justement pouvoir repousser cette distance à 70 km. Cher Philippe, pour résoudre ce type de problème, il y a quand même une solution plus simple. Je pense qu'il faudrait enterrer les éoliennes.
Ce serait quand même mieux pour le Alors, paysage. Elles auraient peut-être plus de mal à tourner, mais ça serait plus joli. Il y a peut-être une autre solution à laquelle notre ami Alban Darguin, en écrivant son livre, n'avait pas pensé, c'est de mettre un camp militaire dans chaque canton. Effectivement, pour surveiller quand ça, il y aura plus d'éoliennes. Donc, alors, c'est quand même un problème, ce problème si l'armée se met contre les éoliennes, parce que déjà que le nucléaire en France, qui devait s'arrêter, Nicolas Hulot fait machine arrière. C'est quand même le grand sujet de la semaine, en France en tout cas. Le programme nucléaire qui devait être abrégé, je sais plus, j'ai plus la date exacte en France, ne pourra pas l'être, tout simplement pour des raisons financières et parce qu'on ne peut pas remplacer l'énergie nucléaire par autre chose. Voilà, le bon sens l'emporte. À propos des éoliennes, je vais juste faire une parenthèse pour annoncer à nos amis auditeurs que Alban Darguin, justement, sera reçu par l'Union européenne à Bruxelles pour parler des éoliennes le mercredi 6 décembre, dans l'après-midi, pour faire une conférence au siège de l'Union européenne à Bruxelles sur les éoliennes, donc le combat qu'il mène discret mais efficace commence à avoir un écho bien au-delà de nos simples milieux et bien au-delà des gens qui sont directement confrontés au problème, puisqu'il va pouvoir s'adresser là aux autorités européennes, si tant est qu'elles aient un pouvoir. Le vent tourne donc. Le vent tourne, voilà. Vent debout, voilà. Et on ne sait pas s'il sera entouré de généraux. Oui. Ah, ça pourrait être une solution, remarquez, pour annexer Bruxelles pendant qu'on y est. Effectivement. Nous parlions tout à l'heure d'un autre événement qui a eu lieu cette semaine. C'est quand même l'arrivée au pouvoir d'un certain Donald Trump il y a un an. N'est-ce pas, Nicolas Gauthier ? Oui, hier, jour pour jour, Donald Trump arrivait à la Maison-Blanche un petit peu par effraction, on va dire. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que... Par effraction, il a gagné l'élection. Tout à fait. C'est pas parce qu'il a déjoué les pronostics que ça devient un voleur ou un malhonnête. Non, mais par effraction, par rapport au sort qui lui était promis par les médias, effectivement, il est rentré, on peut dire s'il était... il n'était pas tout à fait le bienvenu. Et son élection, par les médias. Mais par défaut, effectivement, son élection en dit beaucoup sur ce que les Américains pensent d'Hillary Clinton. Ils ont plus fait battre Clinton qu'ils n'ont mis Donald Trump au pouvoir. Alors, si tant est qu'on puisse juger effectivement un an de présidence, on peut dire qu'elle aurait été quand même assez à l'image du personnage, c'est-à-dire quand même assez ébouriffée. C'est assez étonnant d'ailleurs de voir, il y a une espèce de Trump-mania dans certains milieux de la droite nationale, mais peut-être que aussi effectivement de tester beaucoup plus Hillary Clinton. Ce qui était un peu dommage, le candidat à mon sens le plus intéressant d'un point de vue même français, européen, c'était Bernie Sanders, qui lui était un véritable candidat alternatif, mais il se trouve que les démocrates ont bourré les urnes pour l'empêcher d'avoir l'investiture. Ils n'ont pas eu Sanders, ils n'ont pas eu Clinton non plus, ils ont eu Trump. Voilà. Ce qui était assez agaçant, bon, je ne veux pas défendre Trump, c'est pas du tout mon propos, mais l'autre jour, là, quand il y a eu cet attentat à New York, il y a quelques jours, toute la presse française, évidemment, s'est offusquée du fait que Trump réagisse rapidement par des réseaux sociaux, genre Twitter, et que ce soit à son troisième tweet, ou quatrième, je ne sais plus, qu'il finisse par présenter ses condoléances aux familles des gens décédés. Bon, ce qui est bien normal, mais enfin bon, cela étant dit, le rôle d'un président de la République, quel qu'il soit, n'est pas de commencer par tweeter en permanence. Par tweeter en permanence et présenter ses condoléances. Il a tout le temps. Donald Trump envoie jusqu'à 6 tweets quotidiens. 6 tweets quotidiens, oui. Bon, et d'ailleurs, et là, c'est pas de la malveillance médiatique, mais il est un fait que son équipe rapprochée, enfin ce qu'il en reste à la Maison-Blanche, parce qu'il en a viré beaucoup, d'autres ont dû partir pour de bonnes mauvaises raisons, c'est qu'ils vivent dans l'angoisse du prochain tweet de Donald Trump. Ah, d'accord. Bon, enfin voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. Dernière chose, Philippe, un dernier événement qui vous a marqué aussi cette semaine ? Non, c'était les seuls événements, vraiment, j'ai pensé aux éoliennes grâce à vous, et surtout je voulais vous parler de Nicolas Hulot et de son... D'ailleurs, c'est étonnant que tous les ministres écologistes sont traités un peu par-dessous la jambe par les présidents. Rappelez-vous, ils ont toujours été. Cécile Duflot, ministre de l'Environnement, qui n'était pas ministre du Logement d'ailleurs, mais qui était la figure de proue
proue du mouvement écologiste. Sous le quinquennat de François Hollande, les écologistes ont été humiliés en permanence. Et là, visiblement, avec la figure médiatique qu'est Nicolas Hulot, ça continue sous Emmanuel Macron. Mais on peut rappeler le seul gouvernement qui ait bien traité les écologistes, c'était celui de Lionel Jospin. On peut pas dire que ça lui réussit non plus, quoi. Alors, votre chronique hebdomadaire, mon cher Philippe, allez-y. On l'attend avec impatience, et les lecteurs aussi, la chronique que l'on peut retrouver évidemment sur le site Euroliberté, que l'on retrouvera aussi sur le site Synthèse Nationale. Philippe, à vous. Eh bien, assiste-t-on à la revanche de Tante Yvonne. Qui était Tante Yvonne ? Tante Yvonne, oui, c'est vrai que les moins de 20 ans ne savent. Pour nos lecteurs de moins de 20 ans, Yvonne de Gaulle, surnommée Tante Yvonne, influença son général de Marie, Charles de Gaulle, en matière de morale. Elle imposa même que l'on tienne à l'écart des gouvernements les personnes divorcées ou capables d'adultère. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Voilà, décidément, la boîte de Pandore du harcèlement sexuel supposé ou avéré ne se referme toujours pas. Pas encore. Démarré avec l'affaire Weinstein, pas un jour ne passe sans qu'un nouveau porc ne soit cloué au pilori de l'opinion publique. Ce week-end, on a appris que le député Peter Pils, un des cofondateurs des Verts en Autriche, aurait tripoté une dame en 2013, ayant un peu trop bu ce jour-là. On peut certes interpréter ce débellage peu ragoûtant de différentes façons, en attendant sans doute que l'on s'en lasse comme de tout. Notre époque est grande consommatrice de nouveautés tous azimuts et le citoyen consommateur zappe désormais les scandales aussi aisément que les chaînes de son poste de télévision. Constatons que les idoles politiques ou médiatiques d'hier sont les victimes privilégiées de cette dénonciation, illustrant l'adage vieux comme la Rome antique que la roche tarpéienne est toujours aussi proche du Capitole, quelle que soit l'époque. Tout change pour que rien ne change, toujours et encore. Autre constat, celui de notre époque où la procédure est reine. À chaque nouvelle accusation, une plainte pour fausse accusation est bien évidemment annoncée. Et comme on peut aisément l'imaginer, les avocats spécialisés s'en frottent les mains. Quoi qu'il en soit, la libération sexuelle tant vantée, honorée, sinon imposée par les 68 arts, semble bel et bien terminée. Pour une vanne graveleuse ou une main trop baladeuse, un nouvel ordre supposé moral est désormais vanté, honoré et imposé. C'est la revanche d'outre-tombe de Tante Yvonne. Ah, bah dis donc, il y en a un qui s'en prend plein la gueule, là, c'est Pierre Berger en ce moment. Oui, Pierre Berger, mais c'est toutes les idoles. Donc, on assiste quand même dans notre société où il y a plus d'intouchables. Oui, alors cette icône qu'il ne fallait pas toucher finit par être touchée, si je puis dire. Mais touché post-mortem. Post-mortem, oui. C'est quand même ennuyeux, quoi. C'est plus ennuyeux, oui, effectivement. Bon, maître, j'ai un peu taclé les avocats qui étaient à l'affût de... Alors, Adrien Abosi. Nous recevons donc aujourd'hui Adrien Abosi. Adrien Abosi, c'est quelqu'un qui fait parler de lui depuis un petit moment, depuis quelques temps. Oui, je confesse, oui. Tu vois, dans le milieu national qui est le nôtre, puisqu'il a publié un livre qui s'appelle La France divisée contre elle-même, aux éditions Altitude. Et ce livre, c'est donc une histoire de France. Alors, Adrien Abosi, nous nous sommes connus il y a quelques mois, lors d'une émission sur une autre chaîne, sur une autre radio d'ailleurs. Oui. Et je dois dire que j'ai été assez agréablement... séduit par votre message, par l'explication que vous donniez de la présentation que vous faisiez de votre livre, et vous avez eu la gentillesse de me l'offrir, et je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Et ce livre, donc, c'est une nouvelle histoire, une histoire de France dans laquelle vous relevez un certain nombre de phénomènes qui ont eu lieu, et en particulier, alors je ne vais pas tous les énumérer ici, et vous me dites si je me trompe surtout, mais en particulier, vous mettez en relief dans la préparation de la Révolution française, le rôle joué dans les siècles, les décennies et les siècles précédents par un certain nombre de milieux, en particulier, bien sûr, le plus connu étant celui des encyclopédistes donc évidemment le rôle joué aussi d'une certaine manière par les loges aussi. La franc-poissonnerie, vous mettez tout ça en relief et alors, tout d'abord, Adrien Abosi, présentez-vous peut-être pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas et dites-nous un petit peu ce qui vous a amené à écrire ce livre. Écoutez, la présentation sera rapide. Je suis un jeune avocat parisien.
Tout simplement, moi, ce que je souhaite, c'est diffuser les vérités qui sont mises sous le tapis et qui empêchent la France d'être la France et qui empêchent l'Église d'être l'Église. Donc, fondamentalement, qu'est-ce qui a motivé cet ouvrage ? C'est déjà le fait que, entre guillemets, il n'existait pas. Vous savez, c'est la phrase de Disraeli, quand j'ai envie de lire un livre, je l'écris. C'est-à-dire que si le message de mon bouquin avait préalablement existé, je ne l'aurais pas fait. Vous écoutez l'émission Synthèse animée par Roland Elie et Philippe Randa. Il m'a semblé avoir perçu un phénomène et donc je voulais l'expliciter un maximum et le diffuser un maximum. Et ce phénomène, quel est-il ? C'est que je ne parle pas du déclin de la France, parce que c'est dans l'ordre des choses qu'une nation ait des phases d'ascension et de déclin. Je parle de la décomposition de la France. C'est un phénomène unique, me semble-t-il, au monde. C'est-à-dire que cette décomposition de la France, cautionnée par une très large partie de la population française, voulue par une très large partie de la population française, je ne vise pas que les élites quand je dis cela, est un phénomène à ma connaissance unique et je voulais le comprendre. Et l'explication que je donne, c'est que pour faire la République, il faut défaire la France, et qu'en France, il y a un schisme entre deux peuples, le peuple français et le peuple jacobin. Le peuple français veut poursuivre l'histoire de France, il veut poursuivre l'anthropologie française. Le peuple républicain veut substituer à cette anthropologie française une autre anthropologie fondée sur les Lumières, sur l'éradication du passé, pour préparer les lendemains qui chantent. Je ramasse tout en une formule, mais disons que ça résume l'essentiel. C'est très contemporain, parce que la République, avant, ne faisait pas fi du passé. Et alors, c'est plus compliqué que ça. Moi, je pense que, vous savez, elle attendait le rapport de force avant de montrer vraiment sa véritable nature anti-française. Et sachant que quand on dit la République, il ne faut pas se méprendre sur le sens des mots. Ce que je dis là, ce n'est pas la forme du gouvernement, c'est le fond philosophique. Mais ce qui devrait vous faire plaisir, c'est Emmanuel Macron qui explique et qui rappelle que la France n'est pas née en 1789. C'est toujours ça de prix, mais c'est tellement le béaba du béaba, si vous voulez. Mais vous savez, quand les catholiques se sont ralliés à la République après, on va dire, l'injonction de ce cher Léon XIII, grand pape au demeurant, un député de gauche leur a posé une question extrêmement pertinente. Vous avez accepté la République, mais avez-vous accepté la Révolution ? Question de fond. Et la Révolution, en réalité, elle n'a été acceptée par, entre guillemets, la droite que après 1944. Que pendant 4 ans avant, d'ailleurs, on avait bien mis sous le tapis. Hein, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, la Révolution n'a été acceptée totalement par le peuple français. Il y a toujours des réfractaires, hein, je pense en être. Et par les élites surtout, que après l'épuration. Et c'est l'épuration qui a fait le ménage de ce point de vue-là. L'épuration de 44-45. Tout à fait. Vous faites bien de préciser, parce que l'épuration, c'est ma théorie à moi, est un phénomène permanent. La diabolisation qu'on connaît aujourd'hui et qui vise à écarter des postes les gens qui penseraient bien, n'est que la poursuite de ce phénomène-là, si vous voulez. C'est-à-dire que les gens trop fidèles à l'anthropologie française doivent être écartés au profit de gens qui sont plus déracinés, en quelque sorte. Donc, en fait, vous faites aussi un petit peu, on résume un petit peu ce que vous venez de dire aussi, c'était aussi, quelque part, le clivage qui avait été désigné par Charles Maurras, je crois, entre le pays réel et le pays légal, non ? Oui, tout à fait. Alors, on n'est pas tout à fait dans un contexte identique. On voit très bien ce que Maurras vise quand il dit ça. J'aime beaucoup d'ailleurs me revendiquer de cette notion du pays réel que je trouve belle. Mais aujourd'hui, on est au-delà de ça. C'est-à-dire que la République n'est pas un régime politique dans la tête des gens, c'est un pays. Et on ne peut pas comprendre, je pense, ce schisme si on ne comprend pas que pour Manuel Valls, pour François Hollande, mais aussi pour tous ces baby-boomers, dont, il y a d'ailleurs, petite parenthèse, il y a plein de ma famille. Hein. C'est un phénomène que je vois de très près, tout ça. Hein. La République n'est pas qu'une forme banale, classique de gouvernement. La République, c'est un pays qui a sa propre mythologie, qui a sa propre langue, qui est la langue de bois, qui a son séminaire, qui est l'éducation nationale, qui a sa future langue peut-être avec la langue inclusive. Sans vouloir faire l'avocat du diable, il y avait ça sous tous les régimes. On peut parler sous l'Ancien Régime, c'était la même chose. Chaque peuple a besoin de mythes. Hein. On est tout à fait d'accord avec ça, mais je constate que les mythes de la République ne sont pas les mythes de la France. Une réflexion en appelant une autre, quand vous faites des références historiques, aujourd'hui, parmi les personnels politiques, le seul, je parle des têtes connues, qui se revendique officiellement de la Révolution, ça reste Jean-Luc Mélenchon. Parce que si on veut être dans l'analogie historique et révolutionnaire,
le triomphe aujourd'hui serait plutôt la droite orléaniste, les milieux d'affaires. Tout à fait, mais vous savez, tous ces gens-là... La droite, pour reprendre les classifications de René Raymond, la droite légitimiste a quasiment disparu des écrans radars. Hélas, oui. La droite bonapartiste, c'était le RPR, c'est devenu le Front National. Mais c'est la victoire possible de Louis-Philippe. Mais vous savez... Et la gauche, la vraie gauche, même Mélenchon ne parle plus de la gauche, il parle de la France. Mais à défaut il n'y a même plus de drapeau rouge. Sauf que Mélenchon doit être quelqu'un de très intelligent et de très roublard, et il a très bien compris que pour avoir l'électorat populaire, il devait moins citer la République à toutes les sauces. Mais au fond, ce qui compte, ce sont les valeurs préconisées par les acteurs que vous venez de citer. Et ces valeurs préconisées des orléanistes à Mélenchon, au fond, c'est la même chose. C'est cette philosophie des Lumières qui vise à créer un homme nouveau, que ce soit par l'émigration, que ce soit par ce que j'appelle moi dans mon livre le mémoricide, le lavage des cerveaux sur l'histoire de France, que ce soit par l'avortement. L'avortement est une façon de réduire la reproduction du peuple historique français. Donc tous ces gens-là, qu'ils en aient conscience ou pas, à la limite ça c'est pas notre problème, au fond ils poussent les mêmes pions. Et ces pions, ça vise à empêcher la poursuite de l'anthropologie française. Mais à ce compte, effectivement, ce qui est intéressant de voir dans le cas de figure de Mélenchon, c'est que lui, ça serait plutôt à classer du côté des réactionnaires aujourd'hui. Parenthèse, je mets Marine Le Pen dans le côté de gauche, soit dit en passant. Que ce soit le mondialisme ou que ce soit l'internationalisme, les résultats sont les mêmes. C'est la dissolution des nations, c'est la dissolution de tout ce qui fait les identités. Et finalement, vous avez raison de souligner que ce soit les libéraux orléanistes ou les post-communistes mélenchonistes, la finalité est à peu près la même. Oui, tout à fait. La finalité, c'est cette fameuse décomposition de la France. Et mesurer une chose. Aujourd'hui, on s'est un peu calmé là-dessus, mais je ne caricature pas en disant qu'il n'y a pas si longtemps, quand on se disait patriote français, on passait pour un nazi. Oui. Ce qui n'a aucun sens, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est le seul pays où le patriotisme est diabolisé, la France, quand même. Alors, c'est ce que vous dites est tout à fait exact, mais il y a une pensée unique, on va dire de gauche, mais la pensée unique de droite existe aussi, consistant à dire que n'importe quel chômeur est un feignant, que quelqu'un qui a les cheveux un peu longs est un gauchiste drogué. On le discute avec Robert Ménard, qui lui de Reporters sans frontières jusqu'à sa mairie biterroise a connu les deux côtés de la barricade, et il dit non sans raison que la pensée unique, on peut appeler ça tout bêtement la sottise ou les clichés. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que ce que vous visez je vois très très bien ce que vous visez. Moi, je ne la détache pas de la gauche, au fond, ces gens-là. Parce que les Laurent Wauquiez... Si tout le monde est de gauche, la gauche n'existe plus. Si vous mettez Marine Le Pen et Laurent... c'est quoi la vraie droite ? La vraie droite, c'est la contre-révolution. Et si vous voulez que j'aille au bout de mon opinion, je vous dis qu'effectivement, selon ma grille de lecture, l'échiquier politique est 100% à gauche. Et le Front National, malheureusement... a basculé là-dedans aussi. Le Front National a toujours été un parti républicain. Quand Jean-Marie Le Pen le dit, il faut le croire. Oui, mais il cultivait, au bon sens du terme, une ambiguïté. Mais le Front National, bon, on va mettre le Front National un petit peu à part dans ce débat, si vous voulez bien. C'est un autre, ça sera un autre. Ah oui, c'est un autre débat qu'on peut faire. Pourquoi pas ? Mais enfin, pour le moment, on va rester sur le débat sur ce rôle. Enfin, on va revenir sur ce rôle qui est important parce que bien souvent, dans nos milieux. Compris au sens large du terme, y compris dans les milieux, au Front National par exemple, si on considère qu'une partie, enfin en tout cas, ou le Front National historique en tout cas, dans sa composante historique, on va dire, se considérait, elle, de droite, on nous dit toujours, oui, mais d'élection en élection, on n'y arrive pas, d'élection en élection, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une bonne raison pour que ça ne marche pas, et tout ça. Et alors vous soulignez un fait très intéressant, c'est que une révolution, ou appelez ça une contre-révolution, je ne sais pas, mais enfin une révolution nationale ou une contre-révolution, se prépare. Et la révolution de 1789, on l'a pas préparée le 13 juillet au soir. C'est peu de le dire. Ça a été plus long que ça. Ça a été un travail de longue haleine. C'est un petit peu d'ailleurs le travail dans lequel, je pense tous sommes autour de cette table, nous sommes aujourd'hui dans une autre perspective évidemment que celle des révolutionnaires de 89, mais c'est un travail de reprise en main, de reformation, si je puis dire, de nos
compatriotes. Je crois que c'est important. Et ce que l'on fait tous à différents niveaux. Avec le combat culturel précède généralement le combat politique. Une sorte de gramschisme, si on veut. C'est ce que j'appelle dans mon bouquin la reconquête des esprits. Voilà, la reconquête Parce des que esprits. je parle beaucoup d'histoire dans mon livre, mais c'est pour être tourné vers l'avenir, pour proposer une marche à suivre. C'est ça qui est intéressant. Et c'est la reconquête des esprits qui a commencé. Qui a commencé de façon d'ailleurs spontanée et inconsciente. À partir du milieu des années 2000, notamment grâce à YouTube et Dailymotion, il y a une très large partie, en particulier de la jeunesse, qui s'est complètement détachée de l'idéologie dominante, en se détachant des médias de masse, comme par hasard, petite parenthèse. Et cette reconquête des esprits a reprise lentement mais sûrement. Au début, elle était assez spontanée, et maintenant, elle est de plus en plus consciente et pensée. Alors, je ne sais pas, moi je suis pas dans le secret des dieux de TV Liberté. À titre personnel, moi tout ce que je fais est dans cette logique de reconquête, de reconquête des esprits. Parce que de toute façon, si on ne conquiert pas les esprits, même si on arrive au pouvoir, il y aura de telles réticences dans la population qu'on ne pourra pas changer les choses. Mais donc, ils sont même allés uniquement vers dans des médias marginaux. Et quand je dis marginaux, c'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif, mais même dans les médias de masse, qu'ils soient télévisuels, radiophoniques, comme dans l'édition. Qu'est-ce qui marche aussi? Parce que là, il y a aussi un effet de mode. Et Éric Zemmour vend plus que Raphaël Glucksmann. Natacha Polony vend plus que Pascal Clark. Alors vous allez me dire que Natacha Polony est une républicaine de gauche, puisqu'elle est d'ailleurs, elle vient des mouvements chevènementistes. Elle a des pulsions de droite. Mais elle n'a pas des pulsions de droite. Elle manque pas d'intérêt, on va dire. Voilà. Oui, voilà. Mais c'est une pensée Alain Finkielkraut, depuis l'époque où il était maoïste, ça a fait quand même un grand travail. Oui, tout à fait. Pierre-André Taguieff, Régis Debray. Quand même de la défense Hutsché, il est passé par la case gaulliste. Donc, mais il y a un mouvement de fond, et c'est vrai que des gens comme nous accompagnent ce mouvement, peuvent même parfois peut-être le précéder. Mais je dirais dans ce type de phénomène, il y a les grands acteurs et les petits acteurs, mais c'est comme dans un je crois que film. nous le précédons, mon cher. Je peux dire, les seconds rôles sont aussi importants que les premiers rôles. Je reste depuis le temps qu'on est là. Je reste 5 secondes sur Éric Zemmour. Est-ce que vous savez comment s'appelle son émission RTL? Elle s'appelle On n'est pas forcément d'accord. Ça veut dire que le système nous dit bon, là, c'est pas nous qui parlons. Non, là, je vous arrête parce que c'est pas son émission, c'est la chronique. Oui, sa chronique, ouais, tout à fait. Parce que quand Nicolas Domnac, un jour sur deux, remplace Zemmour, c'est toujours on est pas d'accord. Et le vendredi, c'est un débat entre deux gens qui sont pas d'accord. Je pense qu'ils sont forcément d'accord, moi, avec Domnac, mais bon, ça pose l'attention que je leur fais. Non, mais peu importe, à la limite, ce qui compte, c'est le résultat, si vous voulez. Peut-être que Yves Calvi, Zemmourien, peut-être qu'il vote Marine Le Pen en cachette. Mais Zemmour a fait beaucoup de bien. Zemmour a fait beaucoup de bien. Quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise, il a fait beaucoup de bien. Après, on est d'accord sur. Et Alain de Benoît, qui est quand même là depuis longtemps, qui est un précurseur. Et Michel Onfray a fait beaucoup de bien, certes, pour mettre un peu d'air dans le débat, mais c'est aussi la soupape de sécurité du système. C'est la vraie question. À chaque fois, actuellement, c'est Zemmour. Il sera peut-être remplacé. Il n'y a pas que lui. Ce que vous dites, ça, c'est un éternel problème. Jacques Julliard, quand même, qui n'est pas n'importe qui, un des anciens patrons de Nouvelle Obs, qui a quasiment son rond de serviette dans Éléments maintenant. Jacques Julliard. Oui, il faut voir la révolution copernicienne. Ah oui, je savais pas ça. Non, mais tout ça, c'est un travail qui a été entrepris de longue date, puisque on en parlait tout à l'heure. Éléments, c'est quasiment un demi-siècle. C'est un travail qui a été entrepris dans les différentes sensibilités de notre famille politique, que ce soit ce que l'on a appelé la nouvelle droite avec Éléments, Nouvelle École, Crisis et tout ce qui tourne autour d'Alain de Benoît. N'oubliez pas l'Action française. Mais j'allais y arriver aussi. Vous flattez le royaliste que je suis, mais l'Action française est toujours là. Et puis même dans certains milieux traditionnalistes, il y a eu aussi quelque part une reformulation des choses. Et d'ailleurs, Adrien, vous en êtes là, donc on lit votre livre, un exemple. Il y a aussi une reformulation des choses qui fait qu'aujourd'hui, le problème toujours pour notre famille politique, c'est, enfin moi en tout cas, c'est ce que je pense. Il faut que l'on soit compréhensible et admissible par tous nos compatriotes. Si on veut rester dans la marginalité, audible. Si on veut rester dans la marginalité, si on veut rester dans l'enfermement, si on veut rester, bon, ben très bien, pourquoi pas. Alors, mais à ce moment-là, c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. En revanche, si on veut sortir de ce... Eh bien, il faut avoir un langage adapté aux réalités du moment. Nous ne sommes plus dans les années 30, au 19e siècle, ou que sais-je encore. Voilà. Bon, on va peut-être... Nicolas, je n'ai pas voulu vous interrompre, je ne veux pas vous couper la parole, vous empêcher de parler, croyez-moi. Si vous le tauliez, je ne suis que l'invité. Mais nous allons juste faire une parenthèse pour avoir la
fameuse chronique de notre ami Aristide Lecate. Aristide Lecate, qui, je le rappelle, vient d'éditer un livre, et ça, là aussi, on est en plein dans notre débat, vient d'éditer aux éditions Pardès, dans la collection, l'excellente collection Qui suis-je, un livre consacré à Carl Schmitt. Voilà. Donc, qui doit être sorti ou qui va sortir dans les jours qui viennent. Donc, Carl Schmitt d'Aristide Lecate, que nous ne saurions recommander la lecture. Et il y aura aussi une interview d'Aristide dans le prochain numéro de Synthèse Nationale. Et Philippe. donc, aujourd'hui, ce n'est pas la voix d'Aristide Lecate, c'est moi qui vais lire la chronique qu'il se propose sur un autre livre qui est Métamorphose de la ville de Romulus à Le Corbusier, un livre de Pierre Le Vigan disponible sur Amazon. Passionnante, bien que souvent déroutante, déambulation au sein de la ville antique et moderne que nous propose Pierre Le Vigan dans un solide essai amené à devenir une référence, tant ce panorama des métamorphoses urbaines et citadines, à la manière des travaux universitaires, le jargon ésotérique et les concepts abscons en moins, est systématiquement étayé par d'utiles notes infrapaginales, stimulantes invitent à creuser tel ou tel dédale de cette fantastique invention humaine. L'auteur, urbaniste de profession et essayiste talentueux à la plume trop rare, s'était déjà trop discrètement fait remarquer par ses réflexions sur la condition de l'homme moderne et les crises induites par la modernité, faisant de lui un digne continuateur à bas bruit de Hannah Arendt. Plaidant pour une authentique décroissance des villes, sans pour autant sombrer dans un utopique désurbanisme, Le Vigan n'en dresse pas moins un portrait vivifiant, parfois sombre ou consternant, mais jamais désespéré, de cet incessant tiraillement dialectique entre la ville et la campagne, le centre-ville et la banlieue. Cette dernière est la zone ultra-périphérique ou périurbaine, rappelant au passage comment se concevaient les cités antiques, concevant la ville comme une portion de la nature, et celle de l'époque médiévale, étape vers le stade national étatique d'organisation des peuples. Surtout, l'auteur met l'accent sur cette constante anthropologique qui fait de l'homme le prisonnier incoercible de son désir prométhéen, qui se résume prosaïquement à toujours vouloir construire le paradis sur Terre. Tendance qui s'est évidemment alourdie en Europe, d'abord avec le recul sous la Réforme, puis la quasi-désertion du christianisme. Ainsi constate-t-il l'irréductible divorce entre l'architecture et l'urbanisme, conséquence du divorce de la forme et de l'être, et plus encore conséquence du souci moderne de la détermination, de la vérité comme certitude et rectitude. Tandis que l'architecture n'est plus porteuse d'espérance et participe au contraire au désenchantement du monde, contribuant aux ruptures du lien social, l'urbanisme en vient à n'être qu'une instance administrative et procédurale de validation des délires architecturaux les plus absolus. Le moindre des paradoxes étant que la réglementation se complexifie au fur et à mesure que la ville se déshumanise en tant que cité. Sous le patronage souvent revendiqué de Lévis, Munford et Walter Benjamin, Pierre Le Vigan nous invite à repenser la ville d'aujourd'hui et de demain. Il s'agit d'en finir avec les gigantesques et infernales conurbations qui ne sont pas seulement des facilités de communication, voire, mais induisent une conception artificielle, déracinée, froidement rationaliste, mécaniciste, homogénéisatrice de l'homme et de son milieu. Or, la première écologie consiste précisément à penser l'homme dans sa nature profonde, endogène et exogène. Je rappelle le livre de Pierre Le Vigan, Métamorphose de la ville de Romulus à Le Corbusier, disponible sur Amazon. Très bien, merci, cher Philippe, d'avoir été la voix d'Aristide. Vous écoutez l'émission Synthèse animée par Roland Elie et Philippe Randa. Voilà. Alors, tenez, à propos de la ville, là, on parlait tout à l'heure d'éléments et de... Il y a dans les années 70, à la fin des années 70, Éléments avait édité un numéro spécial consacré à l'agonie de la ville, où il mettait en relief un phénomène important qui n'a fait que s'amplifier depuis, à savoir l'opposition entre la conception latine de la ville, c'est-à-dire
le centre-ville avec les commerces, où les gens habitent, où la fête, où la foire a lieu au milieu, L'église et le cimetière. l'église et le cimetière et la mairie. Le bistrot. Donc tout cela, cette conception latine de la ville, et la conception anglo-saxonne de la ville, où vous avez la city, l'endroit où on travaille au centre-ville, où vous avez ces immenses zones où les gens habitent et tout ça, et les centres commerciaux, les centres, les parcs animaliers, les parcs forains, où les gens vont s'amuser. Deux conceptions totalement différentes. Et effectivement, de plus en plus, on a voulu là aussi singer l'Amérique en transformant notre ville, notre conception traditionnelle de la ville sur la ville anglo-saxonne, et on voit aujourd'hui les résultats que ça a. Bon, enfin, on va pas s'étendre, ça pourrait être une autre émission, et pourquoi pas inviter un jour notre ami Pierre Le Vigan à en parler. Voilà. Nicolas, vous aviez juste un petit truc à rajouter là par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, mais juste un petit truc. Un tout petit truc, effectivement, ça fait penser, ce que disait notre ami invité, fait un peu penser à une phrase d'Eddie Mitchell que j'aime beaucoup, dit « L'Amérique que j'aime n'existe pas ». Et je trouve que c'est parfois, on voit ça chez certaines personnes de droite, où leur définition de la droite est quasiment d'ordre mystique, leur vraie droite n'existe pas. Et ça contribue effectivement à dire une vision, oui, qui est mise. La droite est comme une espèce de Graal, et donc tous ceux qui se mettent les mains dans le cambouis n'en font jamais assez. Alors, le Front National, c'est pas mal, mais enfin, ils ont oublié quasiment une sorte de pureté originelle. Et je pense qu'il faut, c'est des discours. Et j'aimerais savoir ce qu'en pense notre ami. Je pense exactement ça, en effet, oui, tout à fait. Moi, j'ai une vision mystique. En fait, c'est pas mystique, c'est spirituel. Moi, la religion. Ce n'est pas une critique, c'est une interrogation. Non, mais je vous réponds sans me sentir, rassurez-vous, heurté. Moi, tout mon combat est alimenté par ma foi, et je dirais que même c'est la direction. C'est la direction de mon action. Moi, je me cache pas. Moi, je me bats pour l'Église et pour la France, bien entendu, qui est sa fille aînée, n'est-ce pas? Et je revendique tout à fait ça, et je revendique tout à fait effectivement ce que vous venez de souligner, à savoir qu'effectivement, à mes yeux, les partis politiques, malheureusement, n'ont pas les fondamentaux idéologiques que j'aurais aimé qu'ils aient. Ce qui n'empêche pas, je pense, de la part de votre serviteur, un certain pragmatisme. Ne serait-ce que de toute façon, mon métier, j'ai pas le choix. On peut se retirer son Aventin en attendant que... Non, parce que ça n'empêche pas d'avoir des stratégies, je dirais, conquérantes, d'être écouté. Il y a beaucoup plus de gens qu'on croit dans le système qui pensent comme nous, mais qui pour l'instant ne font rien parce qu'il n'y a pas de débouché politique. Alors j'entends bien que j'ai une radicalité qui ne peut pas être assumée par tout le monde et qui, présentée peut-être de façon trop visible, heurterait les Français qui sont habitués au politiquement correct, qui sont habitués à la laïcité. C'est tout à fait vrai. Mais c'est une radicalité au bon sens du terme, parce que vous savez qu'aujourd'hui radicalité, vous savez ce que ça veut dire, hein, dans la bouche. C'est pas péjoratif. Le plus vieux parti politique de France s'appelle les radicaux de gauche. Tout à fait. Et oui. c'est pas des dangereux terroristes. Hein. Mais là où je veux en venir, c'est que je confesse cette radicalité idéologique et spirituelle, si je puis dire. Alors, je rappelle que nous recevons Adrien Abosi, l'auteur de La France divisée contre elle-même aux éditions Altitude. Votre constat sur la France, on ne peut pas faire ce constat sur les autres pays. Il me semble quand même que beaucoup de pays sont dans la même mouvance c'est pas la même chose, d'effacement de leur histoire. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que tous les pays du monde sont victimes du mondialisme. Hein, à part, je vois pas trop qui peut y échapper. Enfin, je pense à la Corée du Nord et le Bhoutan. Je pense à un autre aussi, mais je vais pas le citer ici. Mais ce n'est pas le même phénomène. C'est-à-dire que, si vous voulez, vous prenez un pays comme l'Allemagne. L'Allemagne est victime de deux choses concernant de trois choses. C'est un pays sous occupation américaine quand même. Deux, ils font plus d'enfants. Et donc il n'y a pas de reproduction du peuple historique allemand. Et il y a ces fameux problèmes migratoires. Ceci étant posé, revendiquer patriote équivaut à se faire traiter. Alors l'Allemagne, c'est de moins en moins vrai aujourd'hui. Hein. Vous savez que l'Allemagne c'est un cas très spécifique qui ne peut pas être pris, si vous voulez, comme la norme. Mais si vous prenez un pays comme l'Angleterre, comme l'Espagne, comme l'Italie, ils traversent des problèmes, notamment à cause de la question migratoire, à cause de l'Union européenne, etc., etc. Nous sommes d'accord. Mais en Italie, il n'y a pas d'anti-Italie. En Angleterre, il n'y a pas d'anti-Angleterre. En France, on a une anti-France qui nous interdit d'être français. En Espagne, en Catalogne, il y a un parti pris assez anti-espagnol. Vous avez raison, mais c'est pas tout à fait le même phénomène. Qui n'est pas partagé. C'est pas le même phénomène de subversion intérieure. Deux référendums dernièrement, oui. La Lombardie et la Vénétie, si je ne me trompe pas, qui ont voté très majoritairement pour une très grande autonomie. Pas encore l'indépendance, mais on sent que ça va venir. En Angleterre aussi, avec les Écossais. Mais ce n'est pas pour s'effacer. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ce n'est pas pour effacer leur passé. Eux, d'ailleurs, sans doute, vous direz que c'est pour le préserver, je pense. Nous vivons un effacement, une tentative d'effacement de notre passé qui est sans équivalent. Et d'ailleurs, je vous cite une phrase de Mélenchon que j'ai trouvée hallucinante, qui était, c'est dans le cadre d'une conférence qu'il a donnée, donc c'était pas sur un grand média. Il a dit « Chaque génération est un peuple nouveau ». Chaque génération est un peuple nouveau. Mais vous croyez pas plutôt que effacement du passé, c'est une réécriture du passé, une revisitation où on veut présenter le passé différemment. C'est-à-dire, on parle aujourd'hui, on parle de l'ancien régime, de la monarchie en France. On explique que c'était tous des dictateurs qui par plaisir leur peuple. Tout à fait. C'est une dénaturation du passé, mais au final, c'est un mensonge. Vous voyez, et on nous voit un passé qui n'existe pas. C'est une réécriture. On refait. D'un autre côté, admettez que aujourd'hui, on ne veut plus de références historiques. On veut supprimer aux enfants toute référence. On ne veut plus toutes les références historiques. L'esclavage, on parle du passé esclavagiste de la France pour un oui ou pour un non. On a l'impression que la France ne s'est construite avant l'abolition de l'esclavage que sur l'esclavage. Et c'est un débat qui est un peu biaisé. Il y a celui sur l'écriture inclusive. On voit ses partisans en appeler à une règle qui remontait avant le XVIIe siècle. C'est un petit peu comme certains catholiques de gauche qui étaient qui étaient pour Vatican II et contre les lefévristes. Ils disaient oui, mais du temps des chrétiens des catacombes, il n'y avait pas tout ce tralala pendant la messe. C'est la comparaison que j'allais faire. Mais donc, ils en appelaient une tradition fantasmée parce que le mode de vie des chrétiens des catacombes, on n'en sait finalement pas grand-chose, et appelait une fausse tradition pour revenir, pour pousser en avant, en fait, une fausse modernité. Oui, tout à fait. Là, je n'ai rien ajouté. Je suis d'accord. Alors, dans votre livre aussi, vous parlez, parce que leur avance, on va quand même essayer de le survoler un petit peu plus quand même, parce qu'on parle de beaucoup de choses, fort intéressantes certes, mais alors vous parlez aussi de ce qui s'est passé, et vous avez fait allusion à ça tout à l'heure, en 1945, et cette volonté de détruire, de raser, d'éliminer tout ce qui... Alors allez-y. Déjà, c'est un phénomène que j'ai complètement redécouvert, l'épuration. Oui. C'est-à-dire que l'épuration, officiellement, bon certes, il y a eu quelques massacres, parce que c'est la nature humaine qui est ainsi, et qu'en phase d'excitation des esprits, c'est difficile de l'éviter. Est-ce que je peux, je vous interromps pour citer quelqu'un que nous avons bien connu, Roland Hély, Nicolas Gauthier et moi, c'est Roland Gaucher, qui disait que le fait le plus important de l'épuration en 44-45, ce ne sont pas les exécutions. Il y a eu quelques milliers d'exécutions de gens qui ont été fusillés ou assassinés, mais ça, c'est dans toutes les périodes troubles que ça arrive. Ce n'est pas les grandes conséquences, ça a été surtout la mainmise sur les journaux, sur la presse, sur l'opinion, qui a été mais pas une que chose... Ça, sur les entreprises aussi. Sur les entreprises, mais ça, le côté des entreprises, ensuite, ça a été repris quand on n'est pas capable de gérer et tout. Mais toute la presse, brusquement, s'est retrouvée dans les mêmes mains. Alors après, il y a eu des presses d'opposition qui se sont créées, mais c'était ça le fait le plus significatif. L'épuration est un phénomène parfaitement conscientisé, qui s'inscrit dans une logique qui, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, qui fait que la France des notables devait disparaître pour laisser place à d'autres éléments plus acquis à cette fameuse révolution. Vous voyez ? Et effectivement, donc ça passait par un nettoyage dans la presse, dans l'armée, dans l'épiscopat, dans les grandes entreprises, etc., etc., etc. Et à l'époque, les maquis rouges, si vous regardez leurs exécutions sommaires, qui visaient-elles ? Elles visaient des châtelains, elles visaient des hommes d'église, elles visaient des notaires. C'était un processus de bas en haut parfaitement ciblé. Et ce qui est très intéressant, je ne suis pas maurassien, mais ce qui est très intéressant, c'est la condamnation de Maurras, qui est ridicule. Condamner Maurras d'intelligence avec l'Allemagne, c'est ridicule, objectivement. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que ça veut dire, cette condamnation, ça veut dire que c'est maintenant, il est interdit d'être contre-révolutionnaire. C'est interdit. Voilà. C'est ça que ça voulait dire, la condamnation de Maurras. C'est-à-dire que cette opinion politique est condamnée et condamnable par essence, ce qu'elle n'était pas avant. Et d'ailleurs, il y a une trajectoire qui est intéressante, c'est celle du papa de Madame Bettencourt, quand même. Mécène de la cagoule, donc pas rigolo, et on voit ce qu'est devenu la famille après. Cette trajectoire veut dire énormément de choses sur les élites françaises. Beaucoup d'écrits pendant la guerre, effectivement, qui tomberaient aujourd'hui sous le coup de la loi. Et oui. Alors donc, dans votre livre aussi, cher Adrien, il y a aussi
parce que ce n'est pas seulement un livre qui fait un constat, qui dresse un constat, qui se lamente sur tout ce qui va mal et que tout est fini et que ci et que ça, pas du tout, justement. C'est un livre aussi qui est plein d'espoir. Et c'est ça qui est aussi passionnant et c'est pour ça que ce livre, vraiment, c'est un livre de combat. Voilà, c'est un livre de combat. C'est un livre de combat et vous insistez aussi sur ce que vous appelez, alors je l'avais noté, mais je vais retrouver l'expression exacte, vous avez fait allusion à cela tout à l'heure, la nouvelle opinion publique. La nouvelle opinion publique, voilà, c'est ça. La nouvelle opinion publique. Et en quelques mots, alors parlez-nous de cette nouvelle opinion publique. Alors, ça, c'est un truc qui m'est venu à l'esprit en lisant François Furet et Augustin Cochin. Augustin Cochin et François Furet nous disent que très concrètement, notamment, c'est pas que pour ça, mais la révolution a eu lieu parce que certaines élites éclairées avec des guillemets ont su s'adresser à un nouveau public via des nouveaux moyens de communication, notamment les libelles, etc. Bon. Et j'ai remarqué qu'on vivait actuellement la même chose avec Internet et qu'il y a une opinion publique qui est née sur Internet et qui n'est pas et qui a des pulsions, on va dire, de contestation de l'idéologie dominante, voire parfois carrément contre-révolutionnaire. C'est une palette très étendue, c'est pas monolithique. Hein. D'ailleurs, je fais beaucoup de distinctions dans le bouquin là-dessus. Mais il y a une opinion publique qui est née sur Internet via un nouveau moyen de communication, et ce nouveau moyen de communication touche un nouveau public, globalement très jeune, pas que, mais globalement très jeunes. Et ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de jeunes sont convertis aux idées nationales, alors que ces jeunes-là ne sont pas du tout passés par les canaux historiques qu'on a évoqués tout à l'heure. Et d'ailleurs, ce qui est dommage, c'est que la jonction entre les deux n'est pas souvent faite, et même faite assez rarement. Vous écoutez l'émission Synthèse, animée par Roland Elie et Philippe Randa. Pour abonder en votre sens, on me disait autrefois, on se plaignait des jeunes qui passaient leur temps à regarder la télévision. Aujourd'hui, les grands médias traditionnels ne sont plus regardés que par des vieux, c'est-à-dire des gens comme nous. Et il y a une raison aussi. Pas pour vous, hein, mais... Non, mais il y a une raison aussi, c'est que pourquoi les gens se sont déportés sur Internet ? J'évoque plusieurs raisons dans mon bouquin. Il y a le fait qu'on vit dans un monde totalitaire. On nous oblige à vivre dans un mensonge, on nous oblige à croire à une réalité qui n'existe pas, etc. 2, il y a le fait que les gens qui ont des idées nationales, objectivement, n'étaient pas représentés dans les grands médias, donc il a bien fallu qu'ils aillent ailleurs. Et il y a aussi autre chose, c'est que il y a une crise de créativité dans notre société. C'est-à-dire que dans les grands médias autrefois, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, il y avait quand même des choses vachement bien. Il y avait Le Roi Maudit, tout à fait. Il était une fois la vie, il y avait du niveau. Et même, je me permets juste un tout petit rappel sur le sujet précédent. C'est vrai qu'après l'épuration, c'est pas aussi paradoxalement une période de liberté par rapport à celle que l'on vit aujourd'hui. Le rappel des années 70, la fameuse émission de Jacques Chancel, Radioscopie, où il invite Maurice Druon et Jacques-Benoît Méchain. Il les présente. Robatet aussi. François Brignot, voilà. ce qui aujourd'hui est inimaginable. Ouais. Tout à fait. Inimaginable. Mais juste pour terminer, sur Internet, nous avons même récupéré une notion importante pour le système qui est, passez-moi l'anglicisme, l'entertainment. Et ça, c'est une vraie révolution, ça. Et nous sommes aujourd'hui à Radio Liberté. Radio Liberté est certainement l'un des exemples de ce que vous exposez dans votre livre. Donc, je rappelle le livre d'Adrien Abosi, La France divisée contre elle-même, aux éditions Altitude. Le temps passe hélas trop vite parce qu'il y a beaucoup de choses dont on aurait pu parler. Mais vous êtes quelqu'un de très pris et très sollicité puisque vendredi plus exactement, demain, oui, vous faites une conférence, je crois, pour le Cercle d'Extra. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Paris. Et le samedi 2 décembre, vous êtes l'invité des Amis de Synthèse Nationale. Avec grand plaisir. À Paris, toujours, pour une conférence qui aura lieu au Salon des États-Unis Opéra, 16 rue d'Antin, dans le 2e arrondissement, au métro Opéra. Donc, à partir de 16h, samedi 2 décembre, Adrien Abosi présentera son livre pour les Amis de Synthèse Nationale et pour tous les amis d'une manière générale qui voudront venir. Les Amis de la France. Les Amis de la France, voilà. Et ils sont encore nombreux, Dieu merci, et peut-être même de plus en plus nombreux. Tout à fait. Donc, samedi 2 décembre à Paris. Et maintenant, nous allons passer à la chronique historique de l'abominable histoire de France de notre cher Pierre de Laubier. Et nous voici arrivés au règne de Philippe le Bel, sur lequel je m'attarderai un peu, car c'est un client particulièrement intéressant. Avec Philippe le Bel, la royauté va devenir envahissante, brutale, cynique, spoliatrice. C'est ce que la vie s'appelle avec délicatesse les progrès de la puissance royale. Alors Saint-Louis, on se rappelle, avait fait de la justice l'attribut principal de la fonction royale. Mais il ne s'agissait alors que d'une justice subsidiaire. On ne faisait appel à la justice du roi qu'en dernière instance. Philippe le Bel, lui, entreprit de pervertir ce principe, aussi bien dans l'esprit que dans la manière. Pour cela, il mit à profit le zèle
des légistes. Les légistes, c'est une catégorie d'humanité qui sont des experts en droit et qui avaient proliféré dans l'entourage du roi une fois que sa fonction judiciaire s'était affirmée. Et on croirait qu'ils étaient décidés à illustrer l'adage de Dostoïevski, « Là où il y a la loi, on peut toujours trouver le crime ». Et en effet, quand on connaît la loi, mais qu'on fait partie de l'entourage d'un roi, qu'est-ce qui est le plus profitable? De se mettre à la solde de ce roi ou à demeurer au service du droit? Les légistes vont choisir et ils vont entreprendre de déterrer dans l'ancien droit romain un principe selon lequel si veut le roi, si veut la loi. Ce qui revient à abolir d'un trait de plume le droit féodal et à supprimer toute limite au pouvoir du roi. Or, ces limites, elles n'existent pas en vertu d'une simple tradition obscure et contestable. On tend à nous faire croire ça en nous présentant toujours la féodalité comme une sorte de désordre, un pis-aller dont il faut sortir le plus vite possible. En réalité, les droits féodaux étaient garantis par écrit. Par exemple, par le traité d'Andelot, signé par Charles le Chauve en 843, dès le début de son règne, ou encore par le cartulaire de Quierzy de 877, signé lui aussi par Charles le Chauve. Ces édits garantissaient notamment l'hérédité des fiefs, autrement dit, l'hérédité de la noblesse, alors même que la monarchie, elle, demeurait élective. Mais, grâce aux légistes, chaque fois qu'un conflit opposera le roi à l'un de ses vassaux, la loi sera interprétée en faveur du roi, au nom du droit romain, qui est jugé supérieur au droit féodal. Je vous rappelle que sous les Mérovingiens, notamment, les Francs étaient jugés selon la loi franque et les Romains, les Gallo-Romains, selon le droit romain. Le droit était différent selon les régions parce qu'elles étaient différentes, parce qu'elles s'étaient intégrées au royaume franc de manière différente. Et ce principe d'un pouvoir royal sans limite a beau être tiré du droit romain, il cadre très mal en réalité avec l'organisation réelle de l'Empire romain lui-même, dans lequel chacun était d'abord jugé selon la loi de son propre peuple. On en a un très bon exemple que j'ai déjà cité, c'est le prophète Jésus. L'accusé comparaît d'abord devant le Sanhédrin, qui est le tribunal religieux des Juifs, et il comparaît également devant le roi Hérode, qui est un roi laissé en place par les Romains, et c'est en dernière instance seulement qu'il comparaît devant Ponce Pilate, le gouverneur romain. Donc le principe d'un pouvoir royal sans limite, qui est la source de tout le droit, était également difficile à concilier avec le caractère électif de la monarchie. Mais en réalité, cette formalité de l'élection avait cessé d'être observée depuis Philippe Auguste. Philippe Auguste a été le premier roi qui s'est cru dispensé de faire élire son fils de son vivant et de le faire sacrer également de son vivant. Les deux allaient de pair. Mais le caractère électif, on avait beau oublier la cérémonie, n'en demeurait pas moins. Et l'élection précédait le sacre, en réalité. On ne pouvait être sacré que si on était élu, et voilà. Mais on élimina l'élection et on gardait, on garda le sacre qui faisait joli et on omit l'élection qui faisait désordre. Voilà. Au passage, on peut noter que le droit canon ne connaît pas plus de monarchie de droit divin, qui est une notion extirpée de manière tout à fait vicieuse de la philosophie de saint Thomas d'Aquin, et le droit canon ne connaît pas plus non plus de guerre sainte, qui est une expression fautive qui désigne une guerre juste, elle aussi définie par Thomas d'Aquin. Je reviendrai sur cette notion de monarchie de droit divin, qui est une notion expliquée par Bossuet au XVIIe siècle, et d'ailleurs je note au passage que le mot féodalité date lui aussi du XVIIe siècle, dans un sens d'ailleurs péjoratif qu'il ne mérite pas du tout. Donc Philippe le Bel, lui, il interdit les guerres privées, qui en réalité, comme j'ai déjà expliqué, n'avaient rien de privé. Elles étaient une justice locale en réalité. Et Philippe le Bel, toujours lui, fut le premier à lever des impôts royaux, tout en trafiquant d'ailleurs sur les monnaies. Donc je vous rappelle que le crime d'être faux de monnayeur est passible de la peine de mort jusqu'au XXe siècle. Le roi monopolisa ainsi une souveraineté qui, en fait, autrefois, était partagée. Et il accapara des pouvoirs qu'on ne lui avait pas du tout conférés.
et ce qui devait arriver arriva. À la fin du règne, les grands féodaux se soulevèrent. Et pourquoi se soulevèrent-ils? Non pas parce qu'ils sont très méchants, mais parce qu'ils réclamaient le respect de ce que la Vis appelle avec mépris les anciennes coutumes, mais qui n'étaient autres que les lois. Et voilà, Pierre, l'histoire de France. Et il faudrait que vous lisiez d'ailleurs aussi ce livre, La France divisée. On compte sur vous pour l'acheter et le lire, parce que c'est important, et le faire lire à vos élèves, d'ailleurs, pendant que vous y êtes. Alors, Philippe, avant de nous séparer, quelque chose à rajouter, peut-être quelques éditions prochaines attendues chez Du Alpha. Parlez-nous un petit peu de tout ça. Des dernières promotions de Du Alpha. Voilà, Eh les bien, dernières. écoutez, il devait y avoir un livre de Rémi Valla pour la sortie du nouveau film de Star Wars sur le kendo de Maître Obi-Wan. D'accord. Eh bien, C'est-à-dire les samouraïs dans Star Wars. eh ben, on verra ça. Quant à vous, mon cher Nicolas, vous avez un projet éditorial là, dans les mois qui viennent Philippe Randa m'a proposé de rééditer certains ouvrages que j'ai écrits il y a de ça quelques temps, qui sont malheureusement introuvables. Eh bien, ceux qui les cherchent seront comblés. Et éventuellement, peut-être je songeais à compiler une vingtaine d'articles consacrés au rock'n'roll. D'accord. Un dernier mot, Adrien? Ah bah écoutez, le dernier mot c'est très simple, c'est qu'il faut que le mouvement national maintenant change d'état d'esprit, qu'on arrête de ressasser du ressentiment et que nous ayons une logique conquérante et joyeuse. Eh bien, J'insiste Dieu vous sur ce entende. mot. Vive la France. Et vive le roi. Chers amis auditeurs de Radio Liberté, nous nous retrouverons donc jeudi prochain pour une prochaine émission Synthèse sur votre canal préféré. À très bientôt. Au revoir. Merci. Notre victoire